Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les bases techniques du web pour non-techniciens, nous allons voir ici au chapitre 4 le Big Data et le Cloud Computing. Alors, avant de s'intéresser à ces deux mots particuliers et de vous expliquer de quoi il s'agit, on va revenir au commencement du web et de voir le web d'hier et le web d'aujourd'hui. En effet, le web démarre en décembre 1990 avec le premier site web qui est publié au CERN, le Centre à l'énergie et à la recherche nucléaire. Arrivent ensuite les années 2000 et on a ici une première explosion du nombre de sites web, avec à l'époque environ 10 millions de sites web publics. Maintenant, on a une véritable explosion de nos jours, avec plus d'1,5 milliard de sites web. C'est-à-dire la différence entre le premier site web en 1990, les 10 millions de sites web en 2000 et 1,5 milliard de sites web à l'heure actuelle. On peut expliquer cette différence avec la popularisation des différents outils qui nous permettent facilement maintenant de publier des contenus sur le web et de créer son propre site web. Finalement, le Big Data, ces deux mots, clés particuliers en anglais qui signifient mégadonnées ou données massives. Et ce qui résulte en fait de l'explosion de ces sites web et surtout de l'explosion de nos usages et des éléments qu'on utilise pour accéder au web. Le Big Data désigne un ensemble très volumineux de données qu'aucun outil classique à l'époque ne pouvait traiter. Et du coup, seuls les grands acteurs du web et les sociétés spécialisées ou de grandes universités arrivaient finalement à traiter de tels volumes de données. Il nécessite d'énormes services de stockage et de traitement et ces services ont dû être améliorés, voire parfois même réinventés. On a dû créer de nouvelles technologies pour pouvoir traiter tous ces éléments-là. Le Big Data résulte, comme je le disais, du tout connecté et de l'explosion des usages des données personnelles. C'est le fait d'avoir de multiples appareils, de multiples services, des objets connectés qui vont se connecter en permanence à Internet et qui vont servir aux différentes sociétés à catégoriser nos usages et faire du tracking sur les utilisateurs. Ça, donc, a un côté positif. Cependant, le tracking a un côté parfois un peu négatif, parfois utilisé à bon escient, mais souvent mal utilisé par les sociétés. Il est donc notamment utilisé maintenant de nos jours pour prédire le comportement des utilisateurs et mettre devant leurs yeux des publicités ou des choses qui seraient susceptibles de les intéresser. D'un point de vue pratique, ça fonctionne ainsi. On a une explosion des appareils qui vont envoyer des données via le réseau à tout un tas de serveurs. Ces serveurs vont travailler et traiter des données pour en extraire finalement les choses importantes qui vont être utilisées pour nous catégoriser. Faire en sorte qu'on ait
un profil un peu plus poussé des personnes qui utilisent ces appareils. Donc, ça, c'était le premier mot-clé, le Big Data. On passe maintenant au second mot-clé, qui est le Cloud Computing. Eh bien, le Cloud Computing, c'est un peu la réponse à ce traitement nécessaire sur le Big Data. Alors, avant ça, on va revenir sur la définition de ce qu'est un serveur, un ordinateur. Donc, comme tout ordinateur, un serveur va disposer de ressources matérielles qui sont limitées. On va avoir notamment une quotité, une quantité et une vitesse de processeurs qui sont soit monocœur, soit multicœur. Ça, c'est les histoires de Geiger qui vont parler sûrement. Quand vous achetez un ordinateur, on va avoir une quantité de RAM. C'est ce qu'on appelle la mémoire vive, qui est là aussi limitée. Et on va avoir aussi une quantité de stockage. Le fait de pouvoir stocker des fichiers sur ces ordinateurs ou sur ces serveurs, ou là, on suppose là deux technologies. Les disques durs classiques à plateau qui tournent, mécaniques, qui sont relativement lents, mais qui contiennent beaucoup d'espace. Des technologies plus récentes, comme les SSD, Solid State Drive, qui sont des puces électroniques beaucoup plus rapides, mais avec cette fois-ci la possibilité de stocker des données en moindre quantité. Et finalement, le cloud computing. C'est une idée derrière qui va nous permettre de nous abstraire de cette logique matérielle pour effacer ces limites particulières vraiment matérielles. Alors, comment va-t-on faire cela? Très simple en tout cas. Pour moi, on va reposer cette technologie de cloud computing sur cette notion de virtualisation d'un serveur physique en plusieurs serveurs virtuels. C'est un petit peu comme un découpage. On va dire qu'un serveur physique, on va le découper en plusieurs serveurs virtuels. Ces serveurs virtuels vont pouvoir être utilisés ou loués en fonction des besoins. C'est ce qui permet notamment le mot de scalabilité. Le fait de travailler à l'échelle, le fait de pouvoir s'adapter à la charge et notamment de pouvoir ajouter ou non des serveurs si on a plus ou moins de charge. C'est ce qui permet aussi aux entreprises de faire d'importantes économies sur les coûts de serveurs, puisqu'on utilise uniquement les serveurs entre guillemets quand on a besoin. Si on a un lancement de produit et qu'on sait qu'on va avoir un afflux massif de visiteurs sur son site, on va préalablement prendre en charge plus de serveurs pour augmenter la capacité de réponse du site. Et lorsque cette phase sera un peu passée, on pourra remettre et remiser sur ces serveurs et ne plus les payer dans ce cas-là, d'où des économies importantes réalisées ici. Alors, vous vous demandez sûrement quels sont les acteurs représentatifs de ces cloud computing. Eh bien, vous utilisez sûrement beaucoup dans vos usages de tous les jours, notamment en termes de stockage de données.
Si vous utilisez Apple, iCloud, Dropbox, Google Drive ou pour vos applications de type web, Amazon, eh bien, ce sont les acteurs du cloud computing. Toutes ces technologies sont permises par ces technologies de cloud computing et le découpage des serveurs en petits serveurs virtuels au niveau des serveurs virtualisés justement. Les marques les plus connues sont Amazon EC2, puisqu'en fait, Amazon, en plus d'être un vendeur sur le web et d'être un commerçant, fournit tout un tas de services pour les sociétés, pour fournir des infrastructures réseau et notamment les infrastructures liées à des serveurs virtualisés. Alors, en France, on a d'autres serveurs comme OVH. Et aux États-Unis, il y a d'autres marques comme Digital Ocean ou Linov. Alors, les tarifs de ces solutions vont être assez variés. Ils vont s'étendre de quelques euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Tout dépend de ce qu'on souhaite faire. Tout dépend de la largeur dont on a besoin en termes de bande passante, en termes d'espace, en termes de puissance. Et du coup, on va adapter l'offre à ce qu'on a besoin. Alors, d'un point de vue illustré, maintenant, on va revenir sur cette notion de serveur. On a dans notre serveur physique, la véritable machine, notre ordinateur qui est stocké dans un data center. Et ce serveur va avoir des caractéristiques particulières, notamment un nombre de processeurs. Ici, au nombre de 4 par exemple. C'est un exemple. Ce serveur va avoir une mémoire particulière également. On va lui définir 4 gigas DRAM. On va ensuite indiquer soit qu'il dispose d'un espace de stockage sous forme d'un disque hard driver en anglais, on va lui définir 4 gigas DRAM. On va ensuite indiquer soit qu'il dispose d'un espace de stockage sous forme d'un disque du hard driver en anglais. C'est une technologie qui permet de stocker beaucoup de données, mais qui est relativement lente. À l'opposé, on peut choisir sur son serveur d'avoir un SDD. Un SDD, c'est un disque beaucoup plus rapide, où il n'y a aucune pièce mécanique, que des pièces finalement à base de puces électroniques. Cette fois-ci, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Mais le désavantage, c'est qu'on y met moins de choses. Maintenant, le cloud computing. Si on part de ce constat de serveur avec toutes ces ressources disponibles, eh bien, l'idée c'est de découper ce serveur, par exemple, en 2 serveurs. Et donc, on va créer 2 VPS, 2 Virtual Private Servers, 2 serveurs privés virtuels. Et l'idée ici va être de répartir les ressources sur 2 serveurs. On va donc allouer 2 CPU, dont 2 processeurs sur chacun des serveurs. On en avait 4 au départ. On divise par 2 la même chose au niveau de la mémoire. On en avait 4 Go de RAM. On va mettre 2 sur le premier et 2 sur le second.
Et imaginons que le serveur avait un espace de stockage sous la forme d'un SDD. Eh bien, finalement, on va mettre la moitié du SDD sur le premier serveur et l'autre moitié sur le second. Alors, on aurait bien pu faire des échanges un peu différents. Mettre plus de processeurs sur l'un que sur l'autre. Mettre plus d'espace sur l'un que sur l'autre. Pareil pour la mémoire. On peut faire le choix. Ici, on a fait le choix de bien séparer les deux en deux. C'est plus simple comme ça, mais on peut vraiment faire ce qu'on veut en termes de virtualisation. Alors, voilà ce qu'il faut retenir en substance. Du coup, sur ce chapitre sur le big data et le cloud computing. En fait, ce sont deux mots clés. Mais que le grand public a souvent du mal à appréhender ces concepts. Et j'espère que ces explications que je vous ai données vont vous aider à bien comprendre. Pour rappel, le big data désigne cet ensemble extrêmement volumineux de données récoltées par les sites web et les applications modernes et qui sont traitées sur des serveurs. Et le cloud computing, c'est la réponse à cet amas très conséquent de données qui nécessite beaucoup de puissance de calcul. Et c'est finalement le fait de s'abstraire de cette logique matérielle d'un serveur et de ses limites physiques. J'en ai donc terminé.